De plus en plus en France, on réalise que l'eau est une denrée qui devient rare. On parle beaucoup, mais sans trop comprendre toutes les problématiques qui sont liées à l'eau. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Magali Regueza, qui est docteur en géographie, qui est prof à Normal Sup, qui est membre du Haut Conseil pour le climat, et qui va nous entraîner pendant cette heure dans une explication dans le détail des problématiques liées à l'eau. Vous allez voir, c'est une discussion très didactique où elle prend le temps de bien expliquer et c'est ça qui est agréable parce que c'est tellement complexe. Du coup, j'ai des tonnes de questions, donc c'est pas complètement impossible que je fasse un autre épisode avec elle ou que j'en fasse d'autres par ailleurs. Parce que c'est tellement compliqué cette problématique qui est liée à l'eau que ça mérite de prendre le temps pour la comprendre. Je vous laisse écouter l'épisode, j'espère que ça vous plaira. Je suis assez convaincu que ça va vous intéresser, que vous allez apprendre des tonnes de choses. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Magali, comment vous allez aujourd'hui? Bonjour. Écoutez, ça va. Bon. Il fait un peu chaud. Bon, on va parler justement de la chaleur, entre autres. Vous êtes géographe et on va parler d'hydrologie et de gestion des risques. Je suis pas certain que tout le monde fasse le lien entre les trois sujets. Comment on fait le lien entre la géographie, l'hydrologie et la gestion des risques? Alors, on a encore souvent l'impression que la géographie, ça sert à localiser des villes sur une carte et c'est la liste des départements. En réalité, la géographie, c'est une discipline de sciences sociales, mais qui a une histoire un peu ancienne. Et au début, elle était divisée entre la géographie physique, où on étudiait en fait les processus physiques qui animent notre planète. Donc, en géographie, il y a des gens qui ont des formations en hydrologie, il y a des gens qui ont des formations en climatologie. Et puis, progressivement, la discipline a évolué pour devenir une science humaine et sociale, et donc regarder les réponses des sociétés par rapport à ces événements, comment justement elles s'adaptent, comment elles font face à ces événements. Et il se trouve que les risques, c'est la rencontre entre des processus physiques qu'on appelle des aléas, et puis des sociétés, des écosystèmes, des territoires qui sont à la fois exposés et vulnérables. Et donc, mon travail en tant que géographe, mon objet de recherche, ça a été de regarder comment les sociétés faisaient face à tout ça, se relever ou pas, avec un angle un peu particulier. Moi, je vais pas regarder les individus, je vais pas regarder les collectifs, je vais regarder l'espace. Je vais regarder la surface terrestre sur laquelle on est. Je vais regarder comment elle va intervenir et pour augmenter les dommages et parfois pour les diminuer. Ok. Et alors justement, si on parle de la surface terrestre, il y a une information que les gens ont du mal à comprendre quand on parle des risques qui sont liés à l'eau. Et peut-être vous pourriez nous expliquer, c'est qu'il y a toujours autant d'eau sur la planète. On ne peut pas avoir moins d'eau sur la planète, c'est pas possible. Alors ça, c'est intéressant parce que la géographie, justement, elle apporte des réponses à travers ces méthodologies. Le propre d'un géographe, c'est de regarder ce qu'on appelle les échelles. Les échelles de temps court, temps moyen, temps long, et puis ce qu'on appelle les échelles spatiales. Donc quand j'ai parlé d'échelles, en fait, je vais essayer de prendre des zooms sur la planète Terre en regardant des surfaces toutes petites, par exemple votre maison, votre jardin, la ville, jusqu'à la surface totale de la planète. Et il se trouve que effectivement, si on regarde l'échelle planétaire, l'échelle de la planète, l'eau est une ressource renouvelable, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et il y a ce qu'on a appris à l'école qui est le cycle de l'eau, où on voit la petite goutte qui s'évapore, va dans le nuage, repleut, etc. Déjà, ce cycle de l'eau, il met en jeu des échelles temporelles. Parce que, par exemple, la petite goutte qui va aller dans l'océan, elle va mettre parfois des centaines, des milliers, voire des centaines de millions d'années à circuler. Alors que parfois, une goutte qui s'évapore, elle va retomber tout de suite sous forme de pluie. Le deuxième problème qu'on a, et la géographie aussi nous le dit, si on regarde cette fois-ci les échelles spatiales, au niveau mondial, il y a suffisamment d'eau douce. Je dis bien d'eau douce parce que l'eau salée, ça ne nous concerne pas. Donc, la part d'eau douce, elle est minoritaire. La part d'eau salée, évidemment, elle est très largement majoritaire avec les océans. Mais même si on regarde l'eau douce, chaque être humain sur la Terre a à peu près 16 000 litres d'eau par jour pour vivre. Donc, c'est énorme. Le problème, c'est que cette eau, elle n'est pas également répartie. Bien sûr. Il y a des endroits où il y a beaucoup d'eau. Par exemple, l'Amazone. Par exemple, le fleuve Jaune en Chine. Mais vous comprenez bien qu'entre la Chine, où il y a beaucoup, beaucoup de monde, et puis l'Amazone, où il y a peu de monde, déjà, la disponibilité n'est pas la même. Et en plus, tous les individus, à l'échelle encore plus petite, n'ont pas accès de la même manière à l'eau. Parce que, par exemple, et là, c'est l'espace qui va jouer, vous pouvez avoir une frontière
une limite juridique, économique, physique, qui fait que vous ne pouvez pas accéder à cette eau. Donc il y a des gens qui habitent dans des territoires avec beaucoup d'eau qui n'y ont pas accès. Et puis il y a des gens au contraire qui vont habiter dans des territoires où il y a très peu d'eau douce, mais parce que il y a des richesses, parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils appartiennent à des groupes puissants. Soit ils vont avoir des techniques pour aller chercher de l'eau, soit ils vont tout simplement aller la chercher chez les voisins. Et alors, si on a 16 000 litres d'eau par personne, alors j'ai bien compris que c'était mal réparti, hein, mais on va parler de la France, parce que c'est ce qui nous intéresse. Bon, tous les gens qui écoutent ce podcast ne sont pas en France, ils peuvent être un peu répartis dans la francophonie ou aux États-Unis, mais on est quand même sur une grande majorité de personnes qui vivent en France. Est-ce qu'il y a des risques? Parce qu'on voit des villes où on commence à faire des restrictions d'eau. Comment ça se fait en fait? Donc c'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau en France ou chez nos partenaires? Alors, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au tout début, j'ai dit que le risque, c'était un élément physique. Par exemple, une sécheresse météorologique. Il pleut pas assez par rapport à la moyenne, et donc j'ai moins d'eau qui vont arriver sur mon territoire. Imaginons qu'en plus, comme c'est le cas actuellement, il fait plus chaud. Cette eau s'évapore en partie. Et puis, imaginons qu'il y a des végétaux qui ont poussé parce qu'il fait plus chaud. Et bien, cette eau, au lieu d'aller s'infiltrer dans les sols et de recharger mes nappes phréatiques, elle va directement repartir dans l'atmosphère. Elle n'est pas perdue, elle va aller ailleurs, mais elle est perdue pour le territoire. Le problème, c'est que cette eau en soi, il n'y a pas de risque si derrière, il n'y a pas des sociétés qui ont des besoins. Si derrière, il n'y a pas des activités qui ont des besoins. Moi, j'ai besoin d'eau pour faire ma cuisine, pour boire, pour irriguer mon champ, exactement, pour faire de l'énergie, pour faire de l'industrie, pour tout. Et donc, en fait, quand on parle de risque, on devrait parler de risque de pénurie. Et pourquoi c'est important? Parce que l'aléa, c'est une quantité qu'on va mesurer. En soi, elle dit rien. En revanche, la pénurie, c'est quand l'offre de la disponibilité en eau devient insuffisante par rapport à la demande. Et donc, on peut avoir deux phénomènes. La demande, elle peut rester constante et l'offre baisser. Ou, même si j'ai la même offre, si la demande augmente, eh bien, j'ai toujours ce risque de pénurie. Et ça, c'est important pour comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que, structurellement, selon les territoires, en France, en moyenne, à cause du changement climatique, on a moins d'eau disponible. Pas parce qu'il pleut moins, mais parce qu'il fait plus chaud. Comme il fait plus chaud, les végétaux poussent plus tôt, ils disparaissent plus tard. Donc nos nappes phréatiques ont moins de temps pour se recharger parce que c'est les végétaux qui vont récupérer l'eau qui ne va plus dans les sols. Et puis comme il fait chaud, eh bien d'une part vous avez une évaporation des rivières, des lacs, des sols et une évapotranspiration des plantes plus forte, mais aussi des besoins plus importants parce que vous le savez, quand il fait chaud, on a plus soif parce qu'on transpire plus. Donc, si vous voulez, indépendamment des demandes sociales, on a déjà un déséquilibre dans les milieux entre l'eau qui est disponible aujourd'hui. On a à peu près depuis 2003 une baisse de 15% sur l'ensemble du territoire national. Alors, il y a des endroits où c'est plus important, il y a des endroits où c'est moins important. À cette baisse s'ajoute le manque d'enneigement. À chaque fois qu'on a 1 degré de plus de réchauffement, on perd 1 mois d'enneigement. Et donc, ça veut dire que cette eau de la neige, quand elle fond, elle vient alimenter les cours d'eau. Au printemps, ben on en a moins. Et puis, on a aussi des glaciers qui fondent. Et moins j'ai de glaciers, moins le couvercle de glace est important, et bien moins à l'été, ces glaciers vont aussi alimenter les petits torrents de montagne. Donc, d'un côté, vous avez cette baisse de l'eau. De l'autre, vous avez des besoins qui augmentent, les besoins des végétaux. Ça veut dire notamment les besoins de l'agriculture, parce que les animaux ont soif, parce que les cultures ont soif, parce que les arbres ont soif. Et puis, c'est aussi des besoins sociaux qui vont augmenter. Alors, soit de manière indirecte, parce que, par exemple, pour fabriquer de l'énergie, je pense à l'énergie nucléaire, mais aussi pour faire l'énergie hydraulique, évidemment, mais aussi pour refroidir, par exemple, des data centers, eh bien, j'ai besoin d'eau. Et puis, en plus, sur certains territoires, l'été, ben, c'est le tourisme. Et qui dit tourisme, c'est que vous avez beaucoup de monde qui arrive. Et donc, ce qui est paradoxal aujourd'hui en France, c'est que vous avez des besoins en eau qui augmentent de façon locale, ponctuelle,
dont une partie est liée à la chaleur. C'est un cercle vicieux qui est assez vertigineux. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand vous regardez la consommation en eau des Français, elle n'augmente pas. Alors là aussi, il faut être précis. Je suis désolée, mais il faut vraiment qu'on comprenne. On a le temps. Il faut qu'on commence par bien distinguer le prélèvement et la consommation. Une centrale nucléaire, elle prélève de l'eau pour refroidir, elle la rejette dans le milieu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des interdictions quand l'eau elle est trop chaude pour pas venir réchauffer l'eau d'un fleuve qui est trop chaud, par exemple. La consommation, c'est différent. C'est ce que, par exemple, font les agriculteurs. L'eau qu'ils vont utiliser, elle ne reva pas directement à l'endroit où on l'a prise, puisque les végétaux vont la boire et vont la réenvoyer dans l'atmosphère. Et donc aujourd'hui, par exemple, l'agriculture prélève très peu d'eau, mais c'est le premier consommateur d'eau en France. Et donc on a beaucoup de débats aujourd'hui où on confond l'aléa, la sécheresse hydrologique, la sécheresse météorologique. Hydrologique, c'est quand il n'y a plus d'eau dans les nappes, pas assez. C'est quand il n'y a plus d'eau dans les fleuves ou dans les cours d'eau, ou il n'y a plus d'eau dans les glaciers ou dans la neige. Météorologique, c'est quand il n'y a pas assez d'eau de pluie qui est tombée. On confond ça avec la pénurie. On confond le prélèvement et la consommation. On confond les causes et on confond les quantités. Je vous ai dit tout à l'heure, 16 000 litres d'eau par jour et par personne. Un Palestinien, il vit avec moins de 3 litres d'eau douce, potable, par jour et par personne. Donc vous voyez qu'on a des écarts absolument faramineux et que nous, le fait juste de tirer la chasse d'eau, on a déjà plus consommé d'eau, je dis bien consommé, puisqu'on ne le rejette pas, on va d'abord dans la station d'épuration, eh bien on a consommé plus d'eau que ce que peut se permettre un Palestinien tous les jours. Et quand je parle de Palestinien, c'est parce que c'est un sujet, voilà, c'est parce que derrière, il y a justement ces facteurs politiques aussi qui font que l'accès à l'eau n'est pas équitable selon l'endroit où vous habitez, selon la manière dont vous avez accès ou pas à l'eau de manière politique, alors même que les Palestiniens dont je parle, ils sont sur une nappe phréatique et qu'ils habitent un pays, Israël, avec tous les problèmes politiques qu'on connaît, où l'agriculture, par exemple, fleurit dans le désert. C'est un pays développé où il y a toutes les techniques, absolument toutes les techniques aujourd'hui pour dessaler, utiliser l'eau de manière rationnelle, réutiliser les eaux usées. Donc on voit qu'on est vraiment sur des exemples technologiques où on a su faire avec le manque d'eau structurelle, et pour autant, on est dans des situations d'extrême inégalité d'accès à l'eau. En France, on n'est pas dans cette situation, on a plutôt la situation technologique et économique d'Israël. On n'a pas les mêmes difficultés à accéder à l'eau, mais on commence à voir des personnes qui sont en situation de précarité hydrique. Dans quel endroit, par exemple, en France ? Alors, ça ne va pas être dans des endroits spécifiquement, ça va être plutôt des catégories de personnes. D'accord. Je vous donne un exemple. Les populations qui sont nomades, les gens du voyage, les gens qui se déplacent beaucoup, souvent on se rend compte que les demandes portent sur des points d'accès à l'eau dans les communes. Parce qu'évidemment, quand vous vous déplacez avec des mobil-homes, il faut pouvoir vous brancher sur un accès à l'eau potable pour pouvoir faire des choses. On voit aussi que les sans domicile fixe ont de plus en plus de difficultés à accéder à l'eau. Il n'y a plus de fontaines publiques, par exemple. On a des grosses difficultés de sanitaires, puisque les sanitaires publics dans les villes, vous en avez de moins en moins, et que si vous voulez aller aux toilettes, il faut souvent aller dans un café où on va vous faire payer. Donc on voit comme ça qu'on a des catégories de population qui n'ont pas forcément accès à une eau en quantité suffisante, et en général, c'est vraiment les exclus, les marginalisés, les populations qui ont des modes de vie différents et qui sont très souvent l'objet de stigmatisation du fait de ce mode de vie choisi ou subi. On peut penser aux gens du voyage qui sont très souvent stigmatisés avec des relents racistes et xénophobes. Et puis les personnes sans domicile fixe, parce que souvent elles sont moins bien habillées, parfois elles n'ont pas accès à des douches, donc l'hygiène corporelle est limitée. Et donc vous voyez qu'elles sont de fait exclues. Et puis vous avez d'autres questions dont on aborde peu. Là, on n'a parlé que de quantité. Il faut aussi parler de qualité. Et là, vous avez deux cas de figure. Vous avez maintenant beaucoup d'endroits dans lesquels des nappes phréatiques sont polluées de manière durable. On a vu le cas souvent en Bretagne où on a des arrêtés d'interdiction de consommation d'eau potable. On pourrait aussi penser à la Guadeloupe. La Guadeloupe, alors c'est la double peine. On a des réseaux très vétustes
qui fait que l'eau n'arrive pas dans la maison. Et donc, on est obligé de couper le robinet. C'est ce qu'on appelle des tours de l'eau. Nos concitoyens en Guadeloupe, plusieurs heures par jour, n'ont pas l'eau parce qu'en fait, elle est coupée. Et puis, la Guadeloupe, la Martinique, ce sont des territoires où vous avez eu des empoisonnements avec ce qu'on appelait le chlordécone, qui est un pesticide qu'on utilisait pour les bananes. Et donc, cette eau, elle a été empoisonnée. Et donc, en fait, aujourd'hui, on peut plus utiliser l'eau parce que elle est pas potable, elle est pas consommable. Et cette question de la qualité de l'eau, elle est très importante parce qu'on a quand même des normes qui d'ailleurs sont très discutées. Certains voudraient qu'elles soient moins importantes, d'autres forcément. Et puis vous avez derrière des accès à l'eau un peu invisibles. C'est par exemple le saturnisme. Vous connaissez peut-être cette maladie. C'est une maladie qui est un empoisonnement lié au plomb. On en a beaucoup parlé au moment de Pompéi parce que les canalisations à Pompéi étaient en plomb. Et puis surtout, les femmes se mettaient de la céruse c'était du maquillage, donc elles se collaient du plomb sur le visage. C'était pas une très bonne idée. Non. Mais aujourd'hui, dans des immeubles vétustes, on a encore parfois des canalisations au plomb. Et donc, on a aussi des empoisonnements au plomb. Alors, il y en a dans les peintures, mais il y en a aussi dans les canalisations. Et donc, on voit aussi que vous avez une corrélation, voire une causalité directe entre le mal logement, la précarité en termes de logement, l'accès à des logements dits décents, et puis des enjeux sanitaires, sachant que ce saturnisme, il frappe beaucoup les enfants, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent. Et donc, vous voyez que derrière, en fait, cet accès à l'eau, il devient problématique et qu'il n'existe aujourd'hui que parce que l'eau en France est très encadrée. C'est un service public marchand, qui est libéralisé. Donc, vous avez des collectivités qui ont fait le choix d'aller vers des entreprises privées. Dans d'autres cas, c'est des entreprises publiques, c'est des régies municipales, des régies métropolitaines. Et c'est très intéressant aussi parce que d'emblée, vous voyez que je ne parle plus d'eau en réalité. Je parle plus de la dimension physique. Je parle de la manière dont l'homme produit, achemine, fabrique cette eau, les conduites d'eau, l'assainissement. Je parle aussi d'enjeux économiques. Je suis riche ou je suis pauvre. Je parle d'enjeux politiques. Je décide d'exclure ou au contraire d'inclure telle ou telle population. Je parle d'enjeux psychologiques, sociaux, de valeurs. Je suis raciste, je suis xénophobe, je suis pour exclure certaines catégories. Et donc, vous voyez que derrière, en fait, le problème physique au départ, 16 000 litres d'eau par jour en moyenne au niveau terrestre, en fait, quand on le repose comme ça, on en voit toute la complexité et toute cette incapacité aujourd'hui du débat politique à poser des questions sur la table qui sont comment, dans un climat qui change, chacun a le droit à l'eau qui est un bien commun, donc qui n'appartient à personne et qui pourtant est marchandisé en quantité et en qualité suffisante pour vivre. Et quels sont les besoins qu'on considère comme essentiels, au-delà du besoin vital de boire, quels sont les besoins qu'on considère essentiels au bien-être humain de tous et qu'on doit donc protéger, et quels sont les besoins humains superflus qui posent une question de régulation, voire d'interdiction parfois, dans un souci d'équité et de justice. Le débat, en fait, qui devrait être posé, c'est celui-là. Ok, très clair. Et alors, du coup, j'ai des tonnes de questions qui me viennent quand je vous écoute. C'est un peu le problème. Ouais, non, ça va être un peu un problème, mais on va voir comment on va s'en sortir. En fait, quand je vous entends, j'ai l'impression, mais je sais que j'ai tort, parce que je sais que c'est pas le cas, qu'en fait, le problème, il est assez modéré pour la France. Et parce qu'on entend quand même beaucoup de choses sur les problématiques de l'eau, et j'ai l'impression que en fait ça va, la consommation des Français n'augmente pas, donc finalement il peut y avoir des stress hydriques de temps en temps sur quelques départements, mais finalement il n'y a pas de gros problèmes. Mais je pense que c'est pas le cas, et donc j'aimerais bien comprendre. Alors là aussi, d'abord c'est une question très subjective, parce que tout ce que je vous ai dit, le fait que des gens n'aient pas accès à l'eau, le fait que des enfants soient malades en France à cause de l'eau, le fait que des départements entiers aient des tours de l'eau, ça devrait mettre les gens dans la rue. Enfin, je veux dire, justement, on est en France. On n'est pas dans un pays en voie de développement. Donc déjà, on voit bien qu'il y a la mesure du risque, la mesure de la situation, c'est une appréciation subjective. Le fait que ça soit subjectif, il n'y a aucun jugement de valeur, mais de fait, déjà, on voit bien qu'on est dans des perceptions qui évoluent énormément,
par rapport à des discours politiques, par rapport à des médias, par rapport à ce qu'on va appeler des influenceurs. Je parle pas simplement des gens sur TikTok ou YouTube. Je parle sur vraiment les gens qui ont une autorité morale et politique, qui vont porter des discours auxquels les personnes vont adhérer et qui vont faire qu'elles vont considérer souvent comme plus ou moins justes les choses. Et donc le problème qu'on a déjà en France, c'est qu'on dit la France, les Français, alors qu'on voit bien que selon les territoires, c'est pas la même chose. Deuxièmement, la question qui se pose, c'est que si effectivement on prend juste la consommation individuelle, on va pas mourir de soif, si c'est la question qui est posée. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que c'est pas la même chose de vivre avec des bouteilles en plastique à 3 litres d'eau par jour et par personne, ce qui nous permet de survivre, et de vivre avec mon jardin tout vert, ma piscine, ma baignoire, faire cuire mes pâtes, etc. Surtout, c'est ce que je vous ai dit, l'eau, il n'y a pas que les individus qui la consomment. Il y en a par exemple besoin pour l'agriculture. Il y en a par exemple besoin pour les industries. Il y en a par exemple besoin pour le tourisme. Et puis je vais plus loin, il y en a besoin surtout pour les milieux. Et on voit aujourd'hui par exemple que les forêts françaises, à cause de la sécheresse, du manque de précipitations et de l'assèchement des sols, sont en train de mourir. Si ces forêts meurent ou sont en mauvais état, ça veut dire que notre puits de carbone meurt. Ça veut dire que notre puits de carbone, c'est ce qui permet de manière naturelle de capter le CO2 excédentaire qu'on n'a pas réussi à ne pas émettre. Bien sûr. Moins notre puits de carbone est important, plus il va y avoir de CO2 dans l'atmosphère, plus ça va réchauffer l'atmosphère, moins il y aura d'eau. Et puis surtout, il faut dire aussi une chose, c'est que je ne peux pas répondre à votre question parce que tout va dépendre des actions qui vont être entreprises dans les prochaines années pour, limiter au maximum le réchauffement climatique, puisque vous avez vu qu'à chaque fois, je vous donne des seuils pour dire quand on arrive là, 1 degré en plus, il se passe ça et ça. Donc, à chaque 10e de degré supplémentaire, on va avoir des répercussions directes ou indirectes sur l'eau, sur aussi ce cycle de l'eau dont on dit qu'il s'intensifie. Ce n'est pas la vapeur d'eau qui réchauffe aujourd'hui le climat. Contrairement à ce qui est parfois dit, notamment par des climato-sceptiques, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, mais le réchauffement climatique est scientifiquement, objectivement, attribué et prouvé. Ce sont les émissions de gaz à effet de serre, carbone, méthane, protoxyde d'azote, essentiellement, qui en sont responsables. En revanche, ce que dit très clairement le rapport d'évaluation du GIEC, c'est qu'on a une intensification du cycle de l'eau, avec notamment des orages, des précipitations brutales, plus intenses. Il pleut pas forcément plus ou plus souvent, mais on va avoir des masses d'eau parce qu'il fait plus chaud. 1 degré de réchauffement en plus, c'est 7% de vapeur d'eau en plus. Donc ça veut dire que quand la masse d'eau, c'est comme un ballon, si vous voulez. Vous avez un ballon qui contient 7% de plus d'eau. Quand il se crève, il y a plus d'eau qui vous tombe dessus. Et ça crée des inondations, ça crée des problèmes. Et donc, d'un côté, et je conclus, excusez-moi, je suis un peu longue, mais d'un côté, c'est on a atténué ce réchauffement pour limiter cette intensification du cycle de l'eau et cette diminution structurelle de la ressource. Mais de l'autre, il y a toutes les politiques qu'on met en place pour s'adapter d'ores et déjà à cette baisse, pour anticiper la baisse future, parce qu'avec l'inertie des politiques climatiques, le réchauffement, il continue. C'est pas du tout le réchauffement du passé qui détermine le réchauffement d'aujourd'hui, c'est simplement que tant qu'on fait rien et qu'on remet du CO2 dans l'atmosphère, voilà. Et donc derrière, la réponse à votre question, elle va dépendre des choix politiques et derrière des transformations sociales, économiques, techniques, juridiques, financières, fiscales, urbaine, au niveau individuel et collectif, et j'insiste sur le collectif, parce que c'est d'abord sur le collectif que ça va peser, dans ces actions et au préalable ces décisions, donc ces délibérations politiques, qui vont dire comment est-ce qu'aujourd'hui et demain, on va partager, allouer de façon équitable, c'est ce qu'on peut souhaiter en tout cas, mais ça aussi ça peut être débattu, la ressource en eau qui sera disponible à un moment donné sur le territoire. Est-ce que vous pourriez expliquer, je ne suis pas sûr que tout le monde soit bien au courant de ça, l'impact que ça peut avoir d'avoir des sécheresses et des pluies torrentielles ? Parce qu'en fait, c'est aussi ce qui est en train de se passer. Le fait qu'il y ait des effets qui soient très radicaux, on va dire, ça a aussi des impacts... Et alors, c'est d'autant plus compliqué que c'est complètement contre-intuitif. Je m'explique.
D'abord, vous avez des sécheresses météorologiques. Donc, on a des déficits de pluie par rapport aux moyennes. Déjà, ça veut dire que votre eau, il y en a un peu moins. Souvent, là-dessus, donc ça va créer une sécheresse hydrologique, moins d'eau dans les nappes et moins, voire pas d'eau dans les cours d'eau. Mais quand il fait chaud et quand on n'a pas de pluie, la combinaison fait que ça sèche. C'est un peu le principe de votre plante verte. Si vous avez des plantes vertes à la maison, quand vous plantez une plante verte dans un pot, au fond, vous mettez des billes d'argile. Ça va servir à récupérer l'eau pour les moments difficiles, d'accord ? Ça, c'est votre nappe phréatique. Ensuite, vous mettez votre couche de terre avec votre végétal qui, au fur et à mesure, va s'enraciner. Et vous arrosez. Cet arrosage, c'est l'eau de pluie qui arrive et qui fait que ça s'infiltre. Et vous voyez bien qu'à partir du moment où on arrive au printemps et à l'été, d'abord, le végétal grandit, il a besoin de plus d'eau. Et quand il va faire très chaud comme aujourd'hui, on va devoir arroser. Imaginons maintenant que, d'abord, il n'y ait pas d'eau dans les petites billes. Au bout d'un moment, le végétal, il peut plus, l'eau, elle remonte plus, il y a plus d'échange entre le sous-sol et la surface. Et donc, votre végétal n'est pas content. Donc, il faut absolument arroser. Imaginons maintenant que vous restiez 2, 3, 4 jours, le sol se sèche, vous avez une petite pellicule de sec qui arrive, la terre est dure. Et là, vous mettez, au lieu de mettre votre arrosoir au goutte à goutte, vous mettez tout de suite un seau d'eau. Qu'est-ce qui va se passer en fait ? L'eau tellement brutale va arriver que ça va pas s'infiltrer, ça va ruisseler. Et donc, quand on le sait, quand on a des pots de fleurs qui sont secs, on n'arrose pas d'un seul coup. On commence par mouiller un peu la terre pour que elle retrouve ses capacités d'absorption. Et donc, c'est à la fois la masse d'eau plus la manière dont ça tombe très concentré, très peu de temps sur des sols très secs qui va jouer. Alors, en plus, une partie de ces sols est urbanisée. Le béton, le bitume, les toitures, les parkings, les routes. Une partie aussi de ces sols est couverte par un ensemble de revêtements différents. Par exemple, une manière de planter qui ne va pas forcément laisser de place à l'infiltration de l'eau. Il y a aussi des sols qui ont été labourés très profondément, ou d'autres sols qui vont être des sols où la végétation est en mauvais état, et donc ils sont non pas déforestés, mais en tout cas un peu pelés, voyez, un peu démunis. Tout ça, plus la nature du sol, fait que vous avez des inondations par ruissellement qui arrivent. Et c'est ce qu'on a vu par exemple au Pakistan l'an dernier. Très longue sécheresse, ruissellement. C'est ce qu'on a pu voir en Californie, c'est ce qu'on a pu voir en Arizona. Et donc c'est d'autant plus difficile qu'au moment même où il n'y a toujours pas d'eau, parce que les nappes, elles ne sont pas remplies grâce à ça. Vous avez en plus des inondations très brutales, c'est ce qu'on voit en partie aussi en Espagne et en Italie, où derrière, en fait, ces effets de masse d'eau, il faut voir, c'est vraiment des litres et des litres et des litres d'eau qui tombent d'un coup, et vous avez en quelques heures, parfois en quelques minutes, sur des surfaces très petites, des masses d'eau qui tombent. Et ça peut être effectivement contre-intuitif parce qu'on se dit, là, il a beaucoup plu, on a de l'eau, et en fait, ça rentre pas. Comment on arrive à se retrouver dans une situation comme la Californie ? Et est-ce que c'est un risque pour l'Espagne, parce que l'Espagne c'est un peu la Californie de l'Europe, on va dire, où on a des nappes phréatiques qui se sont tellement contractées qu'en fait l'eau ne peut plus rentrer dedans. Ou en tout cas c'est ce que j'ai lu, alors je me trompe peut-être, mais... Alors c'est très drôle parce que quand vous dites l'Espagne c'est la Californie, l'équivalent de la Californie c'est le Maroc. D'accord. Et ça montre bien justement, et peut-être que ça va nous amener à la question de l'adaptation, que historiquement, selon des tas de facteurs qu'on peut reconstituer après, mais qui sont qu'une reconstitution. Il n'y a pas de déterminisme, on n'a pas de... Voilà, ça devait se passer comme ça. Il se trouve que ça s'est passé comme ça pour des tas de raisons. Eh bien, avec des climats relativement identiques, le climat de la Californie est un climat méditerranéen, on arrive d'un côté à un pays une région, pardon, je dis un pays parce que en termes de PIB, on serait presque sur, je crois qu'à l'époque, c'était le 4e PIB mondial. Ouais, si on prend, c'est énorme. Et puis de l'autre côté, le Maroc, qui, avec les mêmes atouts, l'océan, le climat, etc., et pas du tout dans cette dynamique-là. Le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'effectivement, avec le changement climatique, le climat de la rive sud de la Méditerranée est en train de passer au nord de la Méditerranée. Et que cette Espagne, c'est un cas emblématique parce que historiquement, le climat méditerranéen, c'est un climat dans lequel on est obligé de composer avec la pénurie d'eau en été
et le trop d'eau, si j'ose dire, en tout cas des abats d'eau très importants à l'automne et au printemps. Et historiquement, l'Espagne a mis en place, grâce alors ça s'est pas fait d'un coup, hein, ça s'est fait aussi grâce au pouvoir royal, ça s'est fait aussi grâce aux seigneurs, donc des corvées, donc enfin des choses pas très nettes. Ça s'est fait aussi pendant la période arabe, hein, pendant la période arabo-musulmane ou des techniques d'irrigation, des techniques de drainage, parce qu'évidemment il faut à la fois irriguer et drainer, puisque parfois il y a trop d'eau, parfois il y en a pas assez. Où vous avez par exemple des modes de construction qui viennent des rives nord, du sud de la Méditerranée, avec des maisons fermées, des cours intérieures, avec des fontaines, etc. Et l'Espagne avait mis en place des systèmes très anciens qui existent encore parfois pour répartir l'eau. Le tribunal de l'eau, par exemple, existe toujours. Et ce sont des mécanismes de gouvernance hérités où d'un côté, on agit par la technique pour essayer de stocker l'eau dans des bassins fermés, des réservoirs fermés pour pas qu'elle s'évapore. On essaie de cultiver un certain nombre d'espèces, on essaie d'organiser l'entretien des canaux, les puits, les forages, enfin plein de choses. On construit ces maisons différemment, on vit différemment. En Espagne, on connaît tous vivre à l'heure espagnole. Effectivement, la journée est décalée parce qu'il fait plus chaud. Et donc, vous voyez qu'historiquement, l'Espagne s'est adaptée à cette situation de pénurie d'eau et d'excès d'eau, de sorte que le risque est devenu une ressource. Et puis, dans les années 50, 60, 70, le développement des techniques, notamment des techniques d'irrigation, a entraîné le développement d'une agriculture très intensive, sous serre. Il y a des régions entières, par exemple, on parle des tunnels, la mer de plastique, parce qu'en fait, quand vous regardez du ciel, vous voyez une mer de serre. Et ça demande de l'irrigation. Ce sont ce qu'on appelle des cultures hydroponiques. Donc, elles sont pas dans la terre. Et on va faire de l'irrigation au goutte à goutte, mais on va devoir irriguer. Et puis, vous avez le développement du tourisme. Le développement du tourisme qui fait que les littoraux espagnols, l'été, la Costa Brava, la Costa del Sol, etc., ont besoin de beaucoup d'eau. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est deux choses. C'est d'un côté, le climat qui change à une vitesse folle par rapport aux capacités d'absorption des écosystèmes et des sociétés. Et de l'autre, des modes d'adaptation qui deviennent inopérants parce qu'en fait, on s'est adapté à un climat qui n'existe plus. Ça veut donc dire que le potentiel d'adaptation des sociétés n'est pas nul, mais que les sociétés ne peuvent pas s'adapter à tout, n'importe comment et n'importe quand. Alors... Et l'Espagne, en fait, préfigure ce débat sur l'adaptation qu'on a aujourd'hui et qui va devenir celui du sud de la France. Les Pyrénées-Orientales, aujourd'hui, sont dans une situation critique pour l'été, du point de vue de l'eau, de l'agriculture et bientôt des incendies, parce que là aussi, des sols très secs quand il fait très chaud, on a besoin d'eau pour éteindre le feu. Alors, quand je faisais référence à la Californie et l'Espagne, c'est surtout que je n'ai pas été au bout, et donc c'était pas très clair, mais la Californie, c'est le grenier des États-Unis, et il me semble que l'Espagne, c'est le grenier de l'Europe. En tout cas, c'est là où on a tous les fruits, principalement. Et alors, donc, si je comprends, moi j'ai du mal à comprendre comment les États-Unis vont s'en sortir, parce qu'effectivement, si l'eau n'arrive plus... S'il y a de la sécheresse hydrique, donc que l'eau n'arrive plus dans les nappes, je vois pas comment ils arrivent à faire pousser des légumes et des fruits, et comment ils arrivent à nourrir les États-Unis. Ça, c'est une première question. La deuxième, je crois que c'est pas le risque en Espagne. On n'est pas allé jusque là, donc dans des compressions des nappes. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que tous les fruits qui viennent d'Espagne sont extrêmement pollués. Donc ils ont eu cette, vous en parliez de l'agriculture intensive, mais avec énormément de pesticides. Est-ce que ça, c'est pas un risque aussi, c'est-à-dire qu'en fait, que l'eau soit tellement polluée que finalement, alors je sais pas si les aliments deviennent impropres à la consommation, mais que d'une certaine manière, on arrive dans une sorte de situation où on n'arrive plus vraiment à se nourrir, parce qu'en fait, dans l'eau, il y a vraiment cette question de la nourriture aussi. Alors, par rapport à la question sur la Californie, effectivement, la Californie, c'est un gros producteur de fruits. Il faut savoir que la Californie, une partie de la Californie, c'est un désert, et que déjà, la Californie va chercher son eau grâce à des gigantesques conduites, parfois jusqu'à plus de 400 kilomètres. D'accord. Avec des conflits énormes, parce que évidemment, là où vous prenez l'eau et là où elle arrive, voilà, ces conflits existent en France. Les villes vont chercher leur eau très loin.
ce qui impose à l'endroit où on fait les captages, puisque plus de 80% de l'eau qu'on consomme, l'eau potable, elle vient des nappes. La majorité de l'eau douce qui est consommée, elle vient des fleuves et des cours d'eau, mais la majorité de l'eau qu'on boit, pour des raisons que vous imaginez, c'est moins difficile à dépolluer, parce qu'évidemment, les fleuves et les cours d'eau, c'est plus facile à polluer, elle vient des nappes. Eh bien, en France, vous avez déjà des restrictions énormes sur les zones de captage où, par exemple, les agriculteurs ne peuvent pas utiliser un certain nombre de pesticides, alors sachant en plus que c'est très compliqué pour eux parce que les gens, par exemple, dans ces zones périurbaines ou rurales, vont utiliser aussi énormément de pesticides dans leur jardin, et que toute l'eau va aller à la nappe. Donc, en fait, on demande aux agriculteurs de faire des choses, mais si d'un côté, pour les cimetières, pour les bas-côtés, on utilise des pesticides, ça ne marche pas non plus. Bon. Donc, vous avez un premier sujet qui est effectivement d'aller chercher cette eau. Le deuxième sujet, qui est celui de la Californie et aussi de l'Espagne, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il existe aujourd'hui des tas de techniques pour faire fleurir le désert comme on le fait en Libye, comme on le fait en Israël, comme on le fait dans des pays où il y avait des moyens. Le problème de ces techniques, c'est qu'elles demandent beaucoup d'énergie. Quand je vous parle de plastique, le plastique, c'est des hydrocarbures. C'est à la fois énergétique et énergivore. C'est à la fois très émetteur de CO2. Et puis, quand ça se désintègre, ça fait des micro et des nanoplastiques qui polluent l'eau, les glaces, les cours d'eau, l'air et accessoirement les océans. Donc, et ça, ces micro et ces nanoplastiques qu'on ne voit pas, on n'en connaît pas bien les effets dans notre organisme, mais c'est quand même pas... possiblement, ça ne va pas être super, quoi. On sait que les enfants dans les ventres des mamans, dans le ventre des mamans sont pollués. C'est perméable. On sait que c'est perméable que la barrière encéphalique des enfants est perméable à ces nanoplastiques. Donc, le premier sujet, c'est est-ce que on va pouvoir maintenir et jusqu'à quel prix, parce que derrière il y a aussi des enjeux de prix, certaines productions agricoles qui vont se révéler inadaptées au climat. Et jusqu'où en fait la technique, alors qui passe aussi bien par des pratiques de culture, l'irrigation, etc., que par des façons de planter, que par des nouvelles variétés, des nouvelles espèces. Jusqu'où on va pouvoir maintenir cette agriculture, sachant en particulier qu'en Espagne, comme d'ailleurs sur le bassin méditerranéen français, vous avez ce qu'on appelle des huertas. Les huertas, ce sont des jardins irrigués. Huerta, ça veut dire jardin, c'est le mode de développement de l'agriculture espagnole. Si par exemple vous connaissez Avignon, autour d'Avignon, si vous prenez le TGV, ou bien si vous allez autour de Frontignan, enfin dans toute cette partie du Languedoc-Roussillon qui arrive à l'Espagne, vous voyez en fait ces grands vergers. Parfois ils sont encore entourés de cyprès, parfois les parcelles sont entourées de canis, et puis vous avez des serres, et tout ça en fait est permis par une irrigation qui vient de l'eau des cours d'eau, et qui donc c'est une agriculture très peuplante, souvent associée à la voie ferrée. Elle s'est développée à partir du 19e siècle. Il faut pas imaginer qu'on plantait des fruits et des légumes jusqu'en gros au milieu du 19e siècle. L'Espagne comme la Méditerranée, c'est la fameuse triade méditerranéenne, la vigne, le vin, donc le vin qui va souffrir du phylloxéra, le blé et l'olivier. Accessoirement aujourd'hui, la vigne, on va avoir beaucoup de mal à la planter, on commence à l'irriguer, l'olivier est en train de mourir, et le blé, on n'en plante plus vraiment dans ces régions. Donc vous voyez que là aussi, ça bouge beaucoup. Et donc ces huertas, en fait, aujourd'hui, elles vont devoir s'adapter. Et une des questions, c'est est-ce que les changements qu'on prévoit sont suffisants par rapport à l'impact du climat qui change, ou bien est-ce qu'on va devoir relocaliser certaines activités? Alors au niveau de la France, c'est pas un gros problème parce que localement c'est dramatique, mais après tout, avant de planter des fruits dans ces régions-là, on a planté des plantes à parfum, on a planté des plantes textiles, donc on peut transformer. Et puis ça ira vers le nord, comme les végétaux. En fait, les végétaux migrent déjà vers les latitudes septentrionales avant de continuer. Sur des pays entiers, c'est plus compliqué. Et puis, ça pose aussi la question derrière des coûts, je vous l'ai dit, des coûts sociaux, des coûts environnementaux, des coûts financiers. Et il y a une variable qu'on ne connaît pas, c'est les populations et les consommateurs. C'est-à-dire qu'à un moment, soit pour des motifs éthiques, responsables, soit parce qu'il y a des évolutions de valeurs, soit parce qu'on va considérer que, par exemple, on va revenir à des fruits de saison, par exemple. Enfin, les narratifs vont changer, soit parce que simplement les prix seront trop importants. Eh bien, il y aura une réorientation de la consommation.
Et donc, vous voyez que c'est très compliqué là aussi à un moment de répondre parce que quand on parle de s'adapter, on pense toujours, je vais m'adapter au problème que j'ai, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau cet été. Et donc, on va trouver des solutions qui sont des solutions curatives et réactives, c'est-à-dire qu'en fait, je saigne, je mets un pansement. Évidemment, si vous avez une hémorragie, la première chose à faire, c'est d'arrêter l'hémorragie. On est bien d'accord. Si vous êtes mort, bon. Mais le problème, c'est que si vous saignez régulièrement, il va falloir pas se contenter de traiter le symptôme, il faut aussi chercher la cause. Et donc, vous allez commencer à faire ce qu'on appelle de l'adaptation incrémentale, c'est-à-dire aller rechercher les causes qui vous font saigner. Par exemple, j'ai une maladie du sang, eh bien, je vais traiter la maladie du sang. Mais derrière, il y a aussi des causes plus profondes, beaucoup plus profondes, qui font que vous êtes susceptible d'avoir cette maladie du sang. Par exemple, une prédisposition génétique. Par exemple, habiter à côté d'une source d'exposition. Et donc, on va aussi chercher à traiter ces causes profondes. Ça, c'est l'adaptation transformationnelle. Et cette adaptation transformationnelle, en réalité, elle est contradictoire avec les deux premières adaptations. Les deux premières adaptations, elles visent à maintenir le statu quo. On améliore à la marge. Mais en gros, on cherche à faire comme avant. On cherche à maintenir le système à l'identique. La bifurcation transformationnelle, c'est un changement de nature. On va changer la nature, conserver simplement l'identité. Voilà, ça sera toujours l'Espagne, ça sera toujours la France, mais on va changer en profondeur, c'est-à-dire vraiment bouleverser, on va réorienter. Et donc, on est dans une situation où d'un côté, et c'est humain, et c'est même le récit que la modernité s'est donné, on maintient à l'identique. Nous sommes dans des sociétés patrimoniales. En France, on parle de développement durable. Le développement durable, c'est ce qui dure, c'est ce qui est pérenne. Le développement durable dans les autres pays, il est soutenable. Ça veut dire qu'en fait, il permet la transformation continue jusqu'à la bifurcation, mais sans casser le bien-être. Donc effectivement, c'est un autre système qu'on va devoir construire. Ça ne va pas se faire en un jour. Mais aujourd'hui, le débat qu'il y a, le débat politique, qu'on retrouve en Californie, qu'on retrouve en Espagne, qu'on retrouve dans tous les pays développés, c'est cette tension entre le statu quo, je veux garder comme avant, parce qu'avant c'était mieux. Et puis avant, on s'est toujours adapté. Et puis j'y suis habitué aussi. Et puis j'y suis habitué. Et puis si on a toujours fait ça, c'est que c'était bien. Oui, on a toujours stocké l'eau. C'est nécessaire. C'est indispensable, comme il est indispensable d'irriguer l'été. Simplement, on est bien d'accord que le jour où j'ai un bobo, comme je dis à mes enfants, au genou, je mets un pansement. Le jour où j'ai une hémorragie, il va falloir peut-être au moins changer le modèle de pansement. Voire changer complètement la manière de soigner, parce que si je ne fais pas à côté d'autres gestes, ça ne marchera pas. Juste pour revenir, c'est un tout petit point de détail, mais je voulais le souligner, de manière très concrète. Alors, je ne sais pas précisément combien coûte un litre d'eau au robinet aujourd'hui. Je pense que ça doit être aux alentours de 0,05 €, mais je ne suis pas très certain. Combien ça coûterait, ou combien ça coûte d'ailleurs, par exemple en Israël, un litre d'eau désalinisée? Parce qu'en fait, il y a une idée aussi qui peut paraître assez logique de se dire, en fait, il y a deux idées qui peuvent paraître logiques, et la deuxième me semble un peu plus pertinente, mais on va y revenir. La première, c'est pourquoi pas utiliser l'eau de mer, on la dessalinise, et en fait, la réalité, c'est que ça demande énormément de pétrole, donc en fait, c'est un coût qui ne peut plus être de 0,05 € ou 0,005 €, je sais plus précisément le prix de l'eau en France, et bon, ça dépend des communes. Et la deuxième, c'est l'utilisation des eaux grises, donc les eaux usagées, mais qui ne sont pas des eaux noires, donc voilà. Et ça, en France, on est nulle part en fait sur l'utilisation des eaux grises. J'ai l'impression, même pour arroser des parcs ou même pour arroser des golfs ou autre. Oui, alors on a en fait un cas en France. Je vous ai parlé de la Guadeloupe. Eh bien, les îles du Nord, qui auparavant appartenaient à la Guadeloupe et maintenant sont autonomes, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, mais à Saint-Martin, il y a une usine de dessalement d'eau potable. D'accord. Et on la connaît parce que quand le cyclone Irma, ce gros cyclone, a dévasté l'île, avec d'ailleurs Saint-Barthélemy en 2017, Irma a détruit la station. En fait, il a détruit, c'est pas Irma, c'est pas le vent qui a détruit, c'est ce qu'on appelle les surcotes marines. Quand vous avez une grosse tempête, vous avez en fait de l'eau qui est poussée par les vents, qui augmente aussi avec la dépression. Et donc, la centrale a été inondée, elle a dysfonctionné.
À l'époque, on payait 15 € le mètre cube. Ça coûte extrêmement cher. Alors aujourd'hui, effectivement, on a des techniques qui permettent d'avoir recours à moins d'énergie pour le faire. Mais si vous avez bien compris ce que je vous raconte, c'est que le principal problème d'une station de dessalement d'eau potable, c'est qu'elle est au bord de l'eau. D'eau de mer, pardon. Par définition. Par définition. Et que par définition, quand vous avez un changement climatique, comme celui qu'on vit, la mer monte. Et autant le réchauffement climatique s'arrêtera à peu près quasiment au moment où on arrêtera d'ajouter des gaz à effet de serre, notamment du CO2 dans l'atmosphère. Quand on aura atteint le zéro net émission, ça s'arrête. Alors ça s'arrête au niveau où on s'est arrêté. Si on s'arrête à 2, ça sera 2. Si c'est à 3, ça sera 3. On ne revient pas en arrière. Mais pour la mer, ça va continuer. Ça continuera moins vite à mesure que le réchauffement sera faible, voire nul. Quand on arrêtera le réchauffement, le rythme de montée du niveau marin va diminuer, mais ça continuera de monter. Autrement dit, quoi qu'il arrive aujourd'hui, on a un processus irréversible de remontée du niveau marin qui rend les infrastructures littorales particulièrement vulnérables à l'érosion côtière, particulièrement vulnérables en cas de tempête. Et donc ça veut dire qu'on peut aussi construire des infrastructures qui coûtent très cher, qui restent énergivores, qui vont faire une eau qui est une eau chère, qu'il va falloir amortir, et qui en plus sont très exposées, et que pour protéger, ça peut devenir assez vite compliqué, assez vite coûteux. Donc en fait, c'est une maladaptation. C'est une maladaptation, c'est quelque chose qui non seulement verrouille les gaz à effet de serre, verrouille les émissions. En fait, je me contrains à continuer à émettre, mais en plus, pensant que je vais pouvoir maintenir le statu quo grâce à ça, je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer mes comportements, mais je ne vais pas changer non plus la manière dont je distribue l'eau, je ne vais pas changer non plus la manière dont je la paye, dont je la facture. Je vais rester à l'identique. Et forcément, au bout d'un moment, ça aggrave le risque. Parce qu'en plus, et c'est là le deuxième effet qui se coule, souvent quand vous avez ce type d'infrastructure, on se dit, maintenant que j'ai l'eau, c'est bon. Et donc vous avez un effet rebond. C'est-à-dire, vous savez, c'est un peu comme les gens, ça a été montré par des études, je recycle mon plastique. Alors en plus, on sait que le recyclage du plastique, ça pose plein de problèmes, c'est émetteur, on l'envoie derrière, tout ne se recycle pas. Mais comme j'ai recyclé mon plastique, je vais prendre mon SUV pour aller jeter ma poubelle à plastique au truc du coin parce que j'ai fait un petit geste. Et donc en fait, derrière, on voit ces effets rebonds qui sont comme ceux qu'on a dans un régime, quoi. J'ai perdu 1 kilo, je me jette sur la tablette de chocolat, du coup, j'en reprends 2. Voilà. C'est exactement ça, l'effet rebond. Et donc, derrière, on a besoin, et on aura besoin sur certains territoires, d'avoir du dessalement d'eau de mer pour que ce territoire continue à être habitable. Et là, ça pose une question, et on en revient à ce que je disais au tout début de l'exposé sur la différence entre la physique et le social. C'est que personne ne sait ce qui va être considéré comme acceptable et comme habitable. Acceptable et habitable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quel est le prix que moi, individu, et nous, collectivité française, nous sommes prêts à payer pour notre sécurité, pour habiter un territoire ou pour maintenir une activité. Et ce prix, il n'est pas juste financier. Bon, d'abord, quand on va expliquer aux gens que pour faire ça, il va falloir payer plus d'impôts, par exemple, parce qu'à un moment, il faut bien qu'on paye. On payait l'eau plus cher, ils ne vont pas être forcément très contents. Mais c'est aussi un coût environnemental, c'est un coût social, parce qu'à l'inverse, déplacer, si demain je dis je déplace un village, une ville, une île entière, psychologiquement, c'est terrible. Donc voilà, ça peut être des coûts sociaux avec des émeutes, avec des défiances vis-à-vis du politique, avec de la violence, avec tout ce que vous voulez. Et donc vous voyez que derrière ce type de questions, il n'y a aucun scientifique qui peut y répondre. Parce qu'en fait, c'est une question qu'on devrait poser aux citoyens. C'est politique. Discipline, quoi. Oui, c'est politique. C'est politique au sens où je peux vous expliquer comment ça s'est passé dans certains territoires. Je peux vous expliquer quels sont les déterminants. Alors en fait, déterminants, j'aime pas parce qu'on a l'impression que ça nous condamne, mais en gros, quels sont les facteurs qui se combinent et qui font que potentiellement, vous ou moi, on est moins fragile qu'une personne âgée, pauvre, ou qu'une femme qui élève toute seule ses enfants dans un quartier sensible. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est condamnée à être victime, mais ce qui veut dire que pour elle, l'égalité des chances face à ce qui est en train de se passer n'existe pas. Par contre, je ne peux pas vous dire si demain les gens vont décider que peut-être, je sais pas,
les ports devront être maintenus, que les agriculteurs qui font du blé devront continuer, mais ceux qui font de l'orge, on devra les enlever. J'en sais rien en fait, parce que ça dépendra à un moment donné des valeurs dominantes et de ce que les individus sont prêts ou pas à payer pour. Alors, ce qu'on constate quand même, et c'est toujours ce qui est assez savoureux, enfin, c'est documenté, et quand je dis ça, c'est pas très juste, parce qu'il y a aussi des mécanismes sociaux, cognitifs qui jouent dans ça, mais souvent, on se rend compte que les individus sont prêts à payer davantage quand ils ont subi une catastrophe. Oui, bien sûr. Et que des solutions qui semblaient inadmissibles il y a 10 ans deviennent parfaitement acceptables, sauf que derrière, les dommages aussi deviennent acceptables. Et souvent, on se rend compte que là où un mort était quelque chose d'invraisemblable, 10 ans après, avoir 100 morts, c'est pas grave. À l'inverse, vous avez beaucoup de gens qui vous expliquent que non, mais si jamais il y a un problème, c'est leur problème. Après tout, ils sont libres. Ils veulent pas qu'on atteigne à leur liberté. Ce sont les premiers en général qui pourrissent le maire, qui pourrissent tout ce qui passe sur le territoire quand il y a un problème, parce que c'est eux qui veulent être remboursés, c'est eux qui veulent être évacués en premier. On est tous bourrés de contradictions. C'est pas un jugement de valeur. Non, mais c'est vrai que là aussi, cette distinction entre le collectif et l'individuel est très importante. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tendance à réduire ce débat avec d'un côté la question que vous m'avez posée. Et si on faisait de l'eau de mer, du dessalement, vous auriez pu me parler des bassines, vous auriez pu me parler... on va y venir. Voilà. Et de l'autre, les comportements individuels. Mais peut-être que je vais décider, parce que je veux sauver la planète, de pas manger de fraises en hiver, et puis de plus manger des compotes en pot, et de les faire moi-même, et puis de réutiliser mon eau de cuisson, etc. La réalité, elle est beaucoup plus compliquée. C'est tout ça s'inscrit dans des structures collectives qui sont comme les causes cachées dont je vous parlais. Une partie, en fait, n'est même pas consciente, n'est même pas mise en avant dans le débat public. Et les facteurs génétiques qu'on met parfois longtemps à trouver pour des maladies, on a la même chose sur le poids de l'histoire, le poids des récits, le poids de la famille, le poids de l'incitation publicitaire. Quand vous imaginez comment aujourd'hui les rayons de supermarché sont construits pour vous forcer à passer devant certains produits pour vous les faire acheter, les promotions où on vous vend la fraise à 14,99 €, mais pas à 15, et où derrière le producteur, lui, il envoie pas la couleur. Tout ça, en fait, ce sont des mécanismes qui dépendent de stratégies économiques, de stratégies commerciales, de stratégies politiques, voire d'inconscient. Parce que tout n'est pas conscient, il n'y a pas non plus des gens complètement tordus qui, voilà, il y en a aussi, et donc, si vous voulez, derrière, c'est cette difficulté-là qu'on a à faire passer, parce que ça fait quand même 45 minutes qu'on en parle. Vous imaginez comment c'est compliqué d'aller expliquer ça et ensuite de dire, moi je suis un scientifique, ma voix dans l'urne, elle vaut exactement, et c'est absolument essentiel, la même que la personne d'à côté. Et donc je dois surtout, une fois que j'ai dit tout ça, je dois me mettre en arrière, en évitant de vous dire que ceci est mon opinion, pour dire, maintenant, on en discute, on en décide collectivement. Et ensuite, j'avais une autre... Donc, je vous ai posé 2 questions. Il y avait celle-là, il y avait la question sur les eaux grises. Les eaux grises. Les eaux grises, c'est un sujet passionnant parce que, là encore, c'est, dans le discours actuel, un moyen de maintenir l'offre, pour ne pas poser la question de l'ajustement de la demande à la disponibilité de la ressource. Maintenant, les eaux grises, elles posent un autre sujet qui est fondamental, dont on ne parle pas et qui rejoint votre question sur la qualité des eaux. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a un vrai problème sur l'assainissement, ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire le cycle naturel auquel on ajoute le cycle humain, qui est celui des réseaux de distribution et d'assainissement. Ce sont des systèmes hydrauliques ou hydrologiques parallèles, ce sont des réseaux hydrographiques parallèles qui s'interfacent avec, c'est l'anthropocène, qui s'interfacent avec les réseaux physiques. Et par exemple, nos réseaux d'épuration, d'évacuation des eaux pluviales, des eaux usées, ils sont en mauvais état. On voit aussi que nos stations d'épuration, dans certains cas, elles sont soumises à des pressions trop fortes par rapport à ce qui arrive. Or, derrière, la question de l'épuration, elle est fondamentale pour la protection des milieux aquatiques, qui sont nos meilleurs alliés quand il fait chaud, qui sont nos meilleurs alliés pour lutter contre le changement climatique. C'est aussi des maladies.
Donc c'est en fait ce qu'on appelle One Health, santé humaine, santé des écosystèmes et santé planétaire. Et c'est cette question des eaux grises, elle fait le lien. Elle fait le lien et on n'en parle jamais parce que justement c'est gris. Parce que justement on ne voit pas. Parce que ces eaux grises, elles partent dans les toilettes, elles partent dans le robinet, elles partent dans des tuyaux que vous ne voyez pas, que moi je vois parce que c'est mon travail et que j'ai travaillé là-dessus. Donc en fait, quand j'ai l'impression de voir en sous-sol, mais vous imaginez bien qu'on n'est pas tous complètement tarés à aller imaginer quand on voit une rue tout ce qui se passe dans les sous-sols. Enfin, je veux dire, ça c'est une déformation professionnelle. Et donc derrière, si vous voulez, les eaux grises, c'est le caca. Voilà. C'est ce qu'on ne voit pas, ce qui sent mauvais, ce qui est dégueulasse. Et quand on va visiter, par exemple, des égouts, les égouts de Paris, on prend conscience, en fait, de la complexité de ces eaux grises. Et donc, le problème qu'on a aujourd'hui, avant même de vouloir les réutiliser, c'est de regarder l'état de ces réseaux. Et ces réseaux sont en très mauvais état. Et donc, les communes n'ont pas l'argent pour les rénover. Moi, j'ai travaillé pendant 4-5 ans sur cette question à Paris. On a même des communes qui ne savent pas quel est l'état du réseau. Le réseau n'est pas cartographié. Ah oui. Parce qu'en fait, il faut creuser pour cartographier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60, 70 ? Et souvent, les gens, quand ils achètent une maison ou un logement, ils vont avoir, par exemple, un diagnostic d'assainissement. On va leur expliquer que l'eau de pluie rejoint directement les eaux usées, ce qui est absurde. Bah oui. On va leur expliquer que, par exemple, leurs toilettes sont pas conformes. Alors, ça se passe parfois de façon dramatique quand vous avez justement, ces fameuses inondations dont on parlait. Eh bien, vous avez des remontées d'égouts, des résurgences qui parfois arrivent dans les toilettes. Et de l'eau, une fuite d'eau dans votre salle de bain, c'est terrible. Alors, quand vous avez une fuite d'assainissement, une remontée d'assainissement, là, il faut tout désinfecter, tout dépolluer. Oui, j'ai expérimenté. Et on peut vivre, exactement, et on peut vivre sans eau quelques jours parce on peut nous apporter de l'eau. On peut pas, quand il y a une fuite d'assainissement, une résurgence d'assainissement, on est obligé d'évacuer pour des raisons sanitaires. Donc vous imaginez bien que cette question des eaux grises, c'est justement cet entre-deux dont on ne parle pas, qu'on ne voit pas. Mais il y a beaucoup de gens qui se posent la question quand même de l'utilisation de l'eau de pluie. Il y a de plus en plus de personnes qui se posent la question de l'utilisation de la douche, des toilettes. Pourquoi on met de l'eau potable dans les toilettes ? Pourquoi on peut pas... Il y a ce système qui existe, que je connais par ailleurs, de douche qui recycle l'eau. Donc en fait, vous avez l'eau qui tombe, elle est remontée dans le tube, elle est réchauffée, nettoyée des germes et puis elle retombe. Donc 90% d'économie d'eau. Tous ces trucs-là, les gens commencent à le voir et se disent, mais quand même, on marche sur la tête, c'est bizarre, on a des solutions assez simples, en tout cas accessibles, qu'on ne met pas en place en réalité. Alors effectivement, et là on peut parler solutions, mais vous allez voir que c'est très différent entre la personne qui a une maison individuelle, qui a cette chance-là, qui va pouvoir, quand elle va changer sa cuve de fioul ou de gaz pour la remplacer par une pompe à chaleur, elle est obligée de travailler sur cette cuve pour faire en sorte de la dégazer. Et jusque-là, on la remplissait de sable ou de matériaux. Désormais, on peut la cuveler pour récupérer l'eau de pluie. Alors, c'est pas très cher. Ça coûte pas beaucoup plus cher que de la remplir. Par contre, ensuite, il faut trouver la personne qui va prendre l'eau, refaire les gouttières, vous mettre la pompe. Il faut avoir de l'argent, évidemment, pour le faire. Et puis, il faut avoir une maison. Mais là, c'est intéressant parce que vous avez des cuves avec 5000, 6000 litres d'eau. Et on me dit souvent, mais c'est le même principe que les bassines. Non. Parce que ces eaux de pluie, si on les récupère pas et elles vont pas aller de toute façon, par les gouttières, elles n'iront pas dans le jardin directement. Non, elles vont dans tout à l'égout. Donc, elles vont directement dans le tout à l'égout. Bon. Vous êtes ensuite dans un immeuble. Là, vous voyez que c'est déjà un peu différent. Si vous avez la chance d'avoir un balcon ou une terrasse, vous pouvez, par exemple, pour arroser vos plantes, utiliser de l'eau de cuisson. En plus, c'est bon pour les plantes. Vous pouvez aussi avoir des chasses d'eau, ce qui existe déjà, avec les 2 boutons. Et puis, vous pouvez mettre des mousseurs d'eau. Maintenant, ils sont intégrés au nouveau robinet, ça coûte pas très cher. Vous pouvez éviter de prendre un bain et de prendre une douche, sachant qu'il y a des personnes qui sont obligées de prendre des bains parce qu'elles ont des problèmes dermatologiques, etc. Donc, vous voyez que là aussi, il va falloir s'adapter. Mais dans la plupart des cas, vous imaginez bien que c'est des gros travaux qui vont être faits au niveau de l'immeuble. Et donc derrière, en fait, ça veut dire qu'il faut faire de la rénovation globale. Aujourd'hui, on a déjà des problèmes pour faire juste de la rénovation confort d'hiver, thermique, pour éviter d'émettre trop. Là, il va falloir aussi faire confort d'été et en profiter pour travailler sur l'eau.
Ce qu'on voit quand même, et alors, qui a connu une copropriété? Ça peut être très simple. C'est rarement le cas. Ça peut être plus compliqué, parce que voilà. Et donc derrière, effectivement, ce sont des investissements, de vrais investissements, qui permettent derrière d'avoir des gains en termes de pouvoir d'achat, en termes de plein de choses, de qualité de vie, de santé, de verdissement. Et par exemple, on voit aujourd'hui beaucoup, alors c'est marrant parce que ça se fait soit dans le logement social, paradoxalement, où les bailleurs commencent à isoler et à travailler. Donc ça va être par exemple des composteurs collectifs, ça va être des bacs de récupération d'eau de pluie, ça va être aussi des réseaux de recyclage au niveau de la maison. Et puis dans d'autres cas, ça va être sur les piscines ou les bassins, en fait, on va retransformer ou réutiliser, collectiviser aussi une partie des choses. On voit quand même que dans le parc privé, c'est plus compliqué. Parce que justement, on a ces questions de collectif. Et surtout, ce qui devient inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas la main-d'œuvre. Donc, il va falloir travailler le levier fiscal, le levier juridique, pour passer de l'incitation, à un moment, on va passer à la contrainte. Il va falloir travailler aussi le niveau organisationnel, le rôle des syndics, le rôle des notaires. Regardez, depuis qu'on a l'obligation maintenant de ne plus pouvoir louer quelque chose qui est G ou E, la demande en rénovation énergétique, elle explose. Donc vous voyez derrière qu'on est obligé là aussi de doser. On en revient à ce que je disais, qu'est-ce qui est acceptable ou pas. En fait, l'acceptabilité, c'est le résultat. C'est le résultat d'un narratif, d'instruments, d'une stratégie, d'objectifs. Et avec aujourd'hui un discours qu'on n'a pas et qui a été très très puissant au moment des bassines, c'est le fait de dire je maintiens l'offre coûte que coûte. Comme si le fait de baisser la demande, qu'on pourrait dire ajuster la demande aux besoins et à la disponibilité, était inaudible. Tant qu'on n'aura pas un consensus politique, après un débat, et sur la base de la science, pour dire il va falloir, quoi qu'il en coûte, et j'utilise le mot à dessein, quoi qu'il en coûte, baisser notre demande en faisant en sorte que cette baisse ne porte pas que sur les plus fragiles et en accompagnant ceux qui sont touchés et en maintenant l'offre en même temps dans les secteurs que nous jugeons essentiels et donc que nous devons définir. Je rappelle que pendant le Covid, un livre était un bien essentiel. Ça n'allait pas de soi. Eh bien, tant qu'on n'aura pas ce débat, on peut parler des heures de pompes de relèvement, tuyaux, tubes, eau d'en haut, eau d'en bas, sécheresse, pénurie. On n'avancera pas. Et justement, alors, bon, j'ai évidemment cette question sur les bassines, mais est-ce que quand on parle d'efforts individuels pour le collectif, est-ce que par exemple, s'il n'y avait plus de piscine en France, individuelle, j'entends, ça serait une solution, ou est-ce que c'est anecdotique Alors, comme certaines personnes le disent? D'abord, tout est anecdotique. Oui. C'est-à-dire que le fait que vous payiez vos impôts, le fait que vous ne traversiez pas au feu rouge, le fait que vous respectiez la limitation de vitesse, d'ailleurs il y en a plein qui le font pas, c'est anecdotique. Simplement, imaginez une société dans laquelle tout le monde grille les feux, personne ne paye les impôts et tout le monde traverse au rouge, c'est un sacré bazar. Donc on va être clair, oui, tout est anecdotique. Pour faire 100%, il faut 100 fois 1%. Voilà. Le problème, c'est est-ce qu'une majorité le fait ou pas, sachant qu'il y aura toujours des petits malins qui vont gruger et qui, la main sur le cœur, jureront que c'est la faute des autres et qui commenceront avant que les autres le fassent. Une fois qu'on a posé ça, il y a deux sujets différents, il y a l'existant et l'avenir. Ce qui a été construit dans un climat qui n'existe plus, le détruire, c'est pas forcément une bonne idée. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour l'optimiser. Par exemple, aujourd'hui, dans les régions du sud de la Méditerranée, avoir des piscines, ça permet aux pompiers d'éteindre le feu, parce que quand vous avez des lotissements très serrés, on ne peut pas utiliser de canadair. Si vous balancez de l'eau depuis le canadair, vous faites une crêpe avec la maison. Ah ben c'est sûr. Donc, on est obligé d'avoir de l'eau sur place. Et un des gros problèmes des pompiers aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Et donc, ils vont devoir aller dans les piscines. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces piscines, par exemple, on ne peut pas les collectiviser ? Alors, il ne s'agit pas de faire des kolkhozes, on est bien d'accord. Mais moi, je vois, mes parents habitent dans un lotissement, il y a le voisin qui a une piscine, il invite tous les étés les gamins du quartier à venir utiliser sa piscine.
C'est un monsieur adorable qui a 75 ans, qui a voilà et on se connaît, c'est des fêtes entre voisins et les enfants qui viennent, les petits enfants, c'est dans le sud, hein, donc voilà, il vient, il a son truc de maître nageur, et en fait il ouvre sa piscine aux gens du quartier. Wow. Il faut qu'on sache quand même que derrière, aujourd'hui, les piscines, c'est des risques de noyade en moins. Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'enlever les piscines existantes, mais il s'agit de voir comment on peut faire en sorte que, par exemple, ces piscines elles puissent être utilisées par des scolaires pour l'accueil d'enfants qui ne partent pas en vacances. Hein, voilà, ça peut être des choses comme ça pour aussi faire du sport. On a des voisins qui font l'aquagym, donc ils invitent pareil. On fait le cours d'aquagym pour toutes les mamies et les papis parce qu'il y a un certain âge aussi du quartier. Voilà. Sur l'avenir, c'est différent. Sur l'avenir, il va falloir se poser la question de est-ce qu'on continue à construire ou pas. Et comment là aussi on remplit la piscine, on ne la remplit pas, quels moyens on utilise pour réutiliser l'eau. Et donc tout ça va dépendre des territoires. Et on voit déjà des mairies aujourd'hui qui interdisent les permis de construire. Et puis là aussi, il faut se demander qu'est-ce que je fais de ma piscine. C'est-à-dire que est-ce que j'ai besoin de construire une piscine que j'utiliserai jamais. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui ont des animaux de compagnie et puis c'est super sympa sur la photo. Ça se passe aussi avec les enfants, hein. C'est vachement sympa. Puis après, on peut pas les rendre. Alors, les animaux de compagnie, on les abandonne. La piscine, c'est un peu pareil. On peut abandonner ses enfants, mais c'est plus compliqué. C'est moins sympa. Mais vous voyez ce que je veux dire ? On a beaucoup de gens. Enfin, moi, j'aimerais savoir combien les gens qui disent qu'ils peuvent pas vivre sans leur piscine, on les voit jamais dedans, souvent. C'est comme les gens avec les 4x4 qui utilisent pour aller à Paris, quoi. C'est ça. Et donc, si vous voulez derrière, et pour revenir au sujet des bassines, c'est un peu le même sujet. Les bassines qui ont été construites, elles sont là. Et tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'à quand elles pourront fonctionner parce que avec des sécheresses pluriannuelles, par exemple, comme on a aujourd'hui, elles sont juste pas remplies. Et donc, le sujet, c'est de se dire comment est-ce qu'on accompagne la transformation rapide des agricultures autour des bassines pour faire en sorte d'être de moins en moins dépendant à la bassine. C'est un peu la cigarette électronique, si vous voulez. Voilà. On doit faire un sevrage et c'est pas facile. Sur les bassines à construire, c'est beaucoup plus compliqué parce que la première question que je me poserais, c'est est-ce qu'il n'y a pas des solutions autres que la bassine qui permettraient d'être plus non seulement efficientes, je dis pas efficace, efficiente, c'est-à-dire plus rentable économiquement, plus performante au point de vue de la soutenabilité, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un truc que je construis qui va durer moins de 10 ans, j'ai un truc qui puisse me servir et qui me rendra davantage prêt dans 20 ans. L'autre sujet qu'on a, c'est est-ce que, par exemple, dépenser 70 millions d'euros pour 300 agriculteurs, ce qui fait quand même 200 000 euros par agriculteur, alors qu'on dépense par rapport à vos eaux grises par an 192 millions d'euros pour à peu près 3000 communes pour les aider à chercher les fuites, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de répartition ? Et comment est-ce qu'on fait pour que ces agriculteurs-là, ils puissent se transformer, là encore ? Est-ce que leur donner 200 000 euros, par exemple, plutôt que de les mettre dans une bassine, ça n'a pas de sens. C'est ouvert, en tout cas. C'est tout à fait ouvert. Et donc derrière, alors évidemment, ensuite, on a des débats qui se posent en termes d'accaparement. Évidemment, quand vous commencez à expliquer à des gens qu'ils accaparent la ressource, qui sont des voleurs d'eau, c'est difficile d'avoir un débat. Quand vous n'avez pas de piézomètre, c'est-à-dire d'appareil de mesure sur les nappes, ou pas assez, quand vous avez des études qui sont demandées par les pouvoirs publics, mais qui sont cadrées de telle façon à ce que, par exemple, on ne prend pas en compte le réchauffement climatique, ou que l'étude qu'on a faite, on l'a faite sur le climat entre 2010 et 2020, mais que nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt entre 2035 et 2045, en fait, on ne peut pas discuter. Et donc, à la fin, on a les boucs émissaires. Les boucs émissaires qui sont les instances qui ont fait les études, les scientifiques. Et tout ça, en fait, est compliqué parce que derrière, on voit que sur les territoires où il y a un vrai dialogue, et je reviens sur mes territoires dont je vous parlais, vous savez, où on capte l'eau pour approvisionner l'eau potable. En fait, avec les agriculteurs, il y a un travail de fond qui implique les élus, qui implique les coopératives agricoles, qui implique les exploitants, qui implique les syndicats, qui implique les oppositions territoriales, qui implique les gestionnaires de l'eau. Et c'est ce travail-là qui permet qu'il n'y ait pas de conflit. Et en fait, on n'en entend jamais parler. On n'entend jamais parler de ces territoires où ça fonctionne. Et je vous assure que les contraintes qui pèsent sur ces exploitants, mais j'avais rencontré un maire, il travaillait sur une commune où il y avait des betteraviers.
au moment où on interdit les petites granules pour les abeilles. Mais en fait, ils les utilisaient déjà pas. Parce que de toute façon, ils n'ont pas droit, parce qu'ils sont sur ces zones de captage. Et donc, vous voyez derrière, on arrive tout de suite à pour ou contre le bio, vous êtes contre le climat, vous êtes des accapareurs. Et en face, aussi un discours qui parfois frise quand même la mauvaise foi. Parce que derrière, il faut nourrir l'Europe. Ben non, là en fait, vous faites du maïs pour nourrir des animaux dont on sait par ailleurs qu'il faut diminuer la consommation, sans que personne n'ait jamais dit qu'il fallait 0 vache. Au passage, on va avoir besoin des vaches, mais pas forcément pour faire la même chose, pas forcément au même endroit et pas nourris de la même façon. Et donc, si vous voulez, on est dans une surenchère de la caricature qui fait que les messages scientifiques sont inaudibles et que chacun discute sur des sujets complexes en expliquant, par exemple, que l'eau qui est sur un territoire, si on la prend pas, elle est perdue. Ben non, elle n'est pas perdue. Quand je mets de l'argent dans mes impôts, cet argent, il n'est pas perdu. Je vais le récupérer d'une manière ou d'une autre. Alors, évidemment, c'est pas la même chose. Si on me pique 10 € dans mon portefeuille, je vais peut-être mal le vivre. Et si je paye mes 10 € au fisc, vous voyez. Et je suis moins sûre de pouvoir récupérer les 10 €. Bon, voilà. Mais imaginons que les 10 € servent à la personne qui m'a volé pour s'amender, de faire des études, j'en sais rien, vous voyez, devenir prix Nobel de physique et inventer, vous voyez ce que je veux dire. Derrière aussi, on a cette difficulté c'est comme si l'eau l'eau, si elle n'est pas chez moi, si je l'ai pas, elle est perdue. Et on entend ça par les éditorialistes, dans des journaux, mais c'est faux. D'abord parce que l'eau qui va dans les sous-sols, elle est utilisée par la biodiversité des sous-sols, sans laquelle il n'y a pas d'agriculture possible. L'eau qui retourne à l'atmosphère, elle va aller arroser d'autres territoires. L'eau qui part dans les fleuves, elle va aller arroser des zones humides dont on a besoin. Et aujourd'hui, ce qui est aussi très compliqué, c'est que le système hydraulique, c'est un tout. Et donc, il y a un amont et un aval. Sauf que le penser du point de vue de la physique, c'est tout à fait possible, il faut le faire comme ça, c'est le global. Mais l'action, elle est locale. Et votre bassin versant, il est divisé en périmètres administratifs. Et ces périmètres administratifs, ils sont divisés en parcelles avec des propriétaires. Et donc, derrière, c'est un sujet politique au sens noble du terme. Et on ne se donne ni les arènes, ni les instruments de connaissance, ni les moyens de discuter. Il ne suffit pas de dire qu'il faut faire de la gouvernance en sautant en l'air pour que ça marche. Il faut qu'il y ait une cohérence entre la stratégie, la connaissance scientifique, les objectifs qu'on se fixe, les moyens qu'on met et les discours qu'on porte. Et cette cohérence n'existe quasiment à aucun niveau, ni politique, ni économique, quels que soient les partis, parce que c'est difficile, parce que c'est compliqué, et puis parce qu'il est beaucoup plus facile aussi de sombrer dans la démagogie la plus crasse que d'avoir le courage politique de dire à un moment, bah oui, on va devoir baisser la demande. Mais qui vous dit que cette baisse de la demande, elle est forcément régressive, qu'elle est forcément une dégradation de vos conditions? Pourquoi est-ce que forcément le moins serait l'ennemi du mieux? Fumer moins, que je sache, c'est meilleur pour la santé. Donc, si vous voulez, on est dans aussi ce discours-là et qui finalement, aujourd'hui, est rabattu soit sur une moralisation culpabilisante, absolument insupportable, moi qui me fait bondir et on comprend que ça crispe, ou de l'autre, un discours techno-solutionniste qui finalement nous dit vous êtes des déterministes. Vous êtes déterminés par le milieu, l'homme a toujours su s'en sortir. Je suis géographe et on reboucle avec ce que vous aviez dit au départ. Ma discipline, elle s'est construite contre le déterminisme du milieu. Nous ne sommes pas effectivement des plantes qui sommes condamnées par ce que nous sommes à mourir ou à survivre. Sauf qu'avec un climat qui change, à mesure que le climat se réchauffe, nos capacités d'adaptation diminuent et le niveau de réchauffement, le niveau d'érosion de la biodiversité devient un facteur limitant qui réduit nos capacités d'adaptation, non seulement individuelles, mais collectives.
Très clair. C'est terrible, Magali, parce qu'en fait, j'ai encore des tonnes de questions, mais on va devoir s'arrêter quand même. En fait, j'avais plein de questions sur la géopolitique de l'eau. J'avais des questions sur les océans. On en refait une deuxième. Voilà, on va devoir faire un deuxième épisode parce qu'il y a toutes ces problématiques autour de la fonte des pôles. Enfin bref, il y a du réchauffement de l'eau, de la captation du CO2 par les océans, de l'acidification des océans. J'avais plein de trucs encore. Mais en même temps, c'est génial parce que vous expliquez hyper bien. Donc, c'est top qu'on arrive à prendre ce temps. Merci beaucoup pour tout ça. Merci. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. J'aimerais claquer la porte à l'inaction. Individuelle et collective ? Ou juste principalement collective, ouais. Et j'aimerais ouvrir la porte à la délibération démocratique. On a besoin absolument de se mettre autour d'une table. Si on choisit l'inaction, on a tout à fait le droit, j'insiste, de choisir de ne rien faire. On doit juste en mesurer les conséquences pour nous, pour les autres, pas forcément les générations futures. Mais on doit pouvoir ne pas agir, mais on doit en tout cas pouvoir en discuter et savoir entre quelle et quelle option on tranche, quels en sont les coûts et les avantages. Très clair, très clair. Merci beaucoup, Magali. J'ai trop parlé. Non, Merci. c'était super. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.